aujourd'hui coûte que coûte de rattraper le temps perdu, avec Emmanuel Macron qui s'échine justement à essayer de regagner la confiance et qui dit au fond c'est fini le temps où on venait vous dire voilà ce dont vous avez besoin, voilà ce qu'il faut faire, c'est plus du tout aujourd'hui ce que l'Afrique veut entendre. Mais pourquoi est-ce que ce discours ne porte pas et n'est pas audible finalement chez les dirigeants africains? Parce que c'est de la sémantique ou de la rhétorique. Le problème quand vous dites ça, quand vous dites on va plus vous dire ce qu'il y a à faire, ça veut dire qu'il y a quelques semaines, quelques mois, tu disais ce qu'il fallait faire. C'est incroyable, ils sont indépendants 1960. Donc c'est incroyable. Alors c'est vrai que le président a toujours été assez proactif dans des déclarations de ce style-là. Mais il a comme dit des phrases absolument incroyables, genre on n'a plus de politique africaine. Il l'a dit en 2017 à Ouagadougou. Donc des choses extrêmement lourdes. Donc le problème, il faut arrêter de parler de France-Afrique, il faut arrêter de parler de précaré. Là, il a parlé de précaré encore au Kenya. Il dirait, ben non, oui, il n'y a pas de précaré. Les Africains sont bien conscients qu'il n'y a pas de précaré. C'est quoi? C'est des gaffes, c'est des boulettes finalement qui ressortent à chaque discours? Enfin, c'est le poids de l'habitude. C'est ce que j'appelle l'embourgeoisement. On fait pas attention. Vous savez, l'Afrique, c'est le seul continent où les hommes politiques, les fonctionnaires, les militaires, etc., pratiquent ce que j'appelle la politique de la tape dans le dos ou du tutoiement permanent. Mais de quel droit on explique aux Africains comment ils doivent faire d'enfants, etc., etc. Est-ce qu'ils font la même chose au Pakistan, en Chine ou bien en Argentine? Bien sûr que non. Sur le plateau de Figaro, le livre Out of Africa a suscité un vif débat en dressant un constat très critique de la politique française en Afrique. Selon les auteurs, la France a progressivement perdu son influence sur le continent à cause d'erreurs stratégiques accumulées depuis plusieurs années. Ils estiment que Paris n'a pas su adapter sa politique aux nouvelles réalités africaines où les populations, notamment les jeunes, réclament davantage de souveraineté et des partenariats fondés sur le respect mutuel. Le livre revient également sur les interventions françaises au Sahel. Les auteurs reconnaissent les efforts militaires contre les groupes armés, mais considèrent qu'ils ont été accompagnés d'une stratégie politique suffisamment solide. Les résultats, les relations entre la France et plusieurs pays, comme le Mali, le Burkina Faso, le Niger, se sont fortement dégradées. Pendant ce temps, d'autres puissances comme la Chine, la Russie, la Turquie ou encore les États-Unis ont renforcé leur présence économique, diplomatique ou sécuritaire sur le continent. Pour les auteurs, la France a perdu du terrain face à ces nouveaux acteurs. Toutefois, Out of Africa ne met pas toutes les responsabilités sur la France. Les autres soulignent également que certains dirigeants africains ont pris des décisions qui ont contribué aux crises que traversent leur pays. Selon eux, les difficultés actuelles résultent d'erreurs commises de deux côtés. À conclusion, ce livre lance une question essentielle. La France peut-elle retrouver sa place en Afrique? Les auteurs répondent que cela ne sera pas possible qu'en abandonnant les anciennes méthodes au profit d'un partenariat plus équilibré fondé sur le respect des souverainetés et des intérêts de chacun. Qu'on partage ou non leur analyse, Out of Africa relance un débat majeur sur l'avenir des relations entre la France et l'Afrique, et un débat qui continue aujourd'hui de faire réagir les observateurs des deux côtés de la Méditerranée. Merci de nous suivre et nous vous balançons l'extrait de cette vidéo et on va se retrouver à la prochaine. En 2026, pourquoi pas? On va dire on s'est arrêté au mois de janvier et donc là le président, c'était il y a quelques semaines, donc on peut imaginer que les investissements qui ont été trouvés, bon c'est dont acte. Ceci étant dit, moi souvent avec mes étudiants, j'ai une double carte derrière moi, j'ai la carte 2022 et vous avez en fait un dispositif africain qui est extrêmement massif, extrêmement dense. L'autre côté de 2025, il n'y a plus rien, il n'y a plus qu'une base à Djibouti. Donc en 3 ans, notre système s'est totalement volatilisé. Ce sont nos bases effectivement au Sahel qui ont été fermées les unes après les autres. Alors sur ce sommet du mois dernier, Emmanuel Macron qui avait la lucidité de reconnaître depuis 25 ans, la France est bousculée en Afrique, c'est ces termes-là qu'il utilise. Alors là, c'est presque du langage diplomatique parce que en réalité, et tout le monde le sait, nous avons été mis dehors.
Ah oui, très clairement, encore une fois, on a été assez maladroit et surtout on n'a pas vu le coup venir. C'est toujours un peu embêtant quand on prétend connaître l'Afrique parfaitement, on ne voit pas le coup venir, on s'est fait foutre dehors. Un autre point important, puisqu'on parle d'économie, il faut savoir que toutes les banques françaises sont en train de quitter l'Afrique. La Société Générale vient de terminer, sa mission, en Mauritanie depuis quelques mois, quelques semaines. Donc tout ça, on voit qu'il y a une espèce de déshérence. Bolloré a abandonné, a quitté sa stratégie sur les ports et sur les voies ferrées. Autre exemple, CFAO, qui était le grand distributeur franco-libanais, ça a été vendu aux Japonais. Donc, en fait, les majors, en fait, n'existent plus. Et donc, tout ça fait que, très concrètement, c'est vrai qu'il est nécessaire de refonder quelque chose. C'est ce qu'a essayé de faire le président, et quand il faut le faire, le problème, c'est qu'il faut reconstruire, il faut refonder. Parce qu'aujourd'hui, on est quasiment, alors je dis pas au niveau zéro, mais on est très très bas dans le dispositif. Et tout ça, en tout cas, c'est une chronique parce qu'en fait, c'était prévisible. On n'a pas vu le coup arriver. Une espèce de déclin progressif et qui est lié à nous parce qu'en fait, on s'est embourgeoisé dans une relation à l'Afrique et qui méritait beaucoup mieux que ça. Et plus qu'embourgeoisement, elle était paternaliste. Et au bout d'un moment, ça fonctionne plus du tout. Et vraiment, il y a un rejet de l'Afrique par rapport à nous qui a été évident. Et nous tentons aujourd'hui, coûte que coûte, de rattraper le temps perdu avec Emmanuel Macron qui s'échine justement à essayer de regagner la confiance et qui dit, au fond, c'est fini le temps où on venait vous dire voilà ce dont vous avez besoin, voilà ce qu'il faut faire. C'est plus du tout aujourd'hui ce que l'Afrique veut entendre. Mais pourquoi est-ce que ce discours ne porte pas et n'est pas audible finalement chez les Africains, chez les dirigeants africains? Parce que c'est de la sémantique ou de la rhétorique. Le problème, quand vous dites ça, quand vous dites on va plus vous dire ce qu'il y a à faire, ça veut dire qu'il y a quelques semaines, quelques mois, tu disais ce qu'il fallait faire. C'est incroyable. Ils sont indépendants 1960. Donc c'est incroyable. Alors, c'est vrai que le président a toujours été assez proactif dans des déclarations de ce style-là. Mais il a comme dit des phrases absolument incroyables, genre on n'a plus de politique africaine. Il l'a dit en 2017 à Ouagadougou. Donc des choses extrêmement lourdes. Donc le problème, il faut arrêter de parler de France-Afrique, il faut arrêter de parler de précaré. Là, il a parlé de précaré encore au Kenya. Je dirais, non, oui, il n'y a pas de précaré. Les Africains sont bien conscients qu'il n'y a pas de précaré. C'est quoi? C'est des gaffes, c'est des boulettes, finalement, qui ressortent à chaque discours? Enfin, c'est le poids de l'habitude. C'est ce que j'appelle l'embourgeoisement. On fait pas attention. Vous savez, l'Afrique, c'est le seul continent où les hommes politiques, les fonctionnaires, les militaires, etc., pratiquent ce que j'appelle la politique de la tape dans le dos ou du tutoiement permanent. Mais de quel droit on explique aux Africains comment ils doivent faire d'enfants, etc., etc. Est-ce qu'ils font la même chose au Pakistan, en Chine ou bien en Argentine? Bien sûr que non. Pourquoi l'Afrique bénéficie, ou en tout cas hérite d'une espèce de positionnement qui n'est pas naturel. On n'a pas à les coacher. Ils sont indépendants et souverains. Et ça a été extrêmement difficile à mettre dans la tête de nos dirigeants. Et aujourd'hui, on en paye le prix parce que l'Afrique a décidé vraiment de s'autonomiser par rapport à nous. Et ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que vous en faites la chronique, parce que nous évoquons à l'instant Emmanuel Macron. On parlait par exemple de ses discours. On peut parler par exemple de Nicolas Sarkozy qui avait dit que le drame de l'homme africain, c'est qu'il n'était toujours pas rentré dans l'histoire. Ça, c'est le discours de Dakar de 2007. Je pense qu'il doit y avoir à peu près 1000 thèses qui ont été faites sur le sujet. C'est l'humiliation ultime. D'autant que ce discours qu'il a fait devant les intellectuels et les étudiants, il a altéré, encore une fois, la relation qu'on avait avec l'Afrique et avec les intellectuels qui n'ont pas compris ce qu'il disait. Tout ça, c'est extrêmement étrange parce que c'est vrai qu'on est trop leste, trop léger. C'est une chronique. Pourquoi? Parce que quand Jacques Chirac arrive aux affaires, en 95, en fait, il veut transformer la relation avec l'Afrique. Il veut la travailler, il veut la modifier. Et c'est vrai que Jospin, qui devient Premier ministre, fait le sale boulot, entre guillemets, pendant 5 ans, entre 97 et 2002. Et qu'est-ce qu'ils font? Déjà, ils suppriment le ministère de la Coopération. Donc il n'y a plus d'autonomie. Enfin, les caractéristiques de notre politique avec l'Afrique disparaissent. Et tout ça, après, vous avez effectivement Sarkozy. Mais quand on parle du président Sarkozy, encore une fois, c'est vrai qu'on parle du discours de Dakar. Mais rappelons-nous, 2011, la guerre en Libye. Mais c'est quoi ce conflit? C'est incroyable. Qu'est-ce qu'on a été fait en Libye? Personne n'a jamais compris. C'est pas notre zone d'influence. Et non seulement ça, on n'avait rien à y faire. Et non seulement ça, ça a provoqué encore une fois la dégradation générale de ce pays. Premier point. Et deux, le fait que les Touaregs, en tout cas la garde, je dirais prétorienne de Kadhafi, s'est répandue dans le Sahel en emmenant son armement et toutes ses voitures. Et en se répandant dans le Sahel, ça a totalement déstabilisé le Sahel. Et aujourd'hui, les Sahéliens payent le prix fort de notre politique en 2011. Alors, vous les listez toutes ces erreurs dans ce livre. Il y a effectivement, bien sûr, la Libye. On peut parler du Rwanda, on peut parler également des décisions économiques sur la dévaluation du franc CFA. Vous